Les Jeux olympiques de Pyeongchang ont pris fin le 25 février dernier en laissant à plusieurs de nombreux souvenirs. C'est notamment le cas de notre prochain invité qui a gentiment et généreusement accepté de nous raconter son aventure en Corée du Sud. Guy Daou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Donc, pour situer les gens, vous êtes journaliste à Radio-Canada. Vous avez couvert l'entièreté des Jeux en direct de Pyeongchang. Ben oui, un rêve que je caressais déjà quand je travaillais en presse régionale et comme vous. Vous l'avez réalisé maintes fois parce que vous couvrez donc les Olympiques depuis 1996. Oui, bien informé. Ma première question, quel bilan vous dressez des Jeux olympiques de Pyeongchang cette année? Oh, c'est large. Sur le plan de l'organisation, c'était des Jeux très bien organisés. Okay. Ouais, les Coréens nous ont bien reçus, ont admirablement assumé l'organisation à tous les égards, couverture médiatique, présentation des épreuves. S'il y a un bémol, peut-être, c'est qu'il y a eu de nombreuses épreuves qui ont été présentées avec des gradins un peu dégarnis. Okay. Mais comme désormais les Jeux olympiques sont une affaire télévisuelle, ben, les Coréens, bien que ça se passe chez eux, ont fait comme le reste du monde, ils ont regardé ça à la télé. Et souvent, pour certaines épreuves, pour le bobsleigh, pour donner un exemple, c'est la chose à faire. On voit beaucoup mieux assis dans son salon parce qu'il y a des caméras partout qu'on voit quand on est près de la piste. Autrement, on va passer un bolide à 147 km/h, puis le suivant passe à 146,8. Oui. On ne sent pas vraiment la nuance. Au niveau de la performance, ben, c'est une grande année, un grand cru pour le Canada parce qu'on a établi une marque pour le nombre de médailles. C'est attribuable à l'excellence des athlètes canadiens d'une part et aussi au fait que la délégation des athlètes olympiques de Russie était moins forte, moins bien représentée. Ça a laissé le champ libre à d'autres nations, la Norvège notamment, qui a établi une nouvelle marque pour le nombre de médailles à des Jeux d'hiver. Ils ont quasiment complètement dominé les épreuves de ski de fond. Mais le Canada a été bon sur toutes les surfaces. Je pense que c'est ce dont on doit être fier. Vous couvrez, on l'a dit un petit peu tantôt, vous couvrez les Jeux donc depuis 1996. Vous avez assisté à de nombreux moments. Est-ce qu'il y en a un en particulier où vous vous êtes dit « Oh, ça va vraiment passer à l'histoire ». Est-ce qu'il y a un moment qui vous reste en tête? Un seul moment, ce serait difficile à dire. On est plus sensible peut-être lors de ces premiers Jeux. J'étais même pas dans le stade, j'étais journaliste à l'époque. J'avais fini ma journée, puis j'étais sur la terrasse d'un restaurant à Atlanta, en train de prendre mon premier souper des Jeux avec 3 collègues parce qu'on avait travaillé comme des fous. Et c'est là qu'a été présenté le relais en athlétisme. Le relais canadien, cette fois-là, a battu le relais américain à la loyale, sans qu'il y ait de témoins échappés, en étant plus rapide. Pour la première fois de l'histoire des Jeux, un relais battait les Américains sans qu'ils aient échappé le témoin. Le stade à Atlanta était plein. Le restaurant où on était les seuls Canadiens. Et quand les Canadiens ont franchi le fil, c'était le silence complet dans le stade et dans le restaurant où on était. On évidemment manifesté. On était très contents pour Bruni-Surin, notamment Donovan Bailey. C'était pas très, très bruyant autour de nous, là. On a senti, pas qu'on dérangeait nécessairement, mais les Américains sont en général assez portés vers leurs athlètes. La couverture d'NBC en témoigne. Ce sont les Américains qu'on voit à NBC. Alors, de voir une nation différente venir les battre sur leur terrain, dans leur spécialité, ça avait été un moment assez important. J'en ai vécu d'autres, bien sûr, qui m'ont beaucoup touché. C'est quoi le principal défi quand on couvre un événement comme celui-là? Est-ce que c'est, sur le plan personnel, est-ce que c'est, par exemple, le décalage horaire, la langue? Donc... c'est d'être ouvert à tout. La couverture télévisuelle aussi exige énormément de travail d'équipe. Et puis, on ne se doute pas de la lourdeur de la chose. Je vous donne un exemple. On vient après la pause. Guy, mon réalisateur, me parle dans l'oreille. On a 47 secondes pour envoyer au bobsleigh. Nils Olivetto, Philippe Germain nous attendent. Le bob du Canada, le premier des 3 bobs, va passer 47 secondes après notre retour en ondes. Là, tu aurais un petit 20 secondes à nous faire en promo sur Toyota. Tu ne dis pas le nom de Toyota. Tu vas juste dire qu'on regarde la famille des bobbeurs canadiens qui les suit depuis Calgary. Là, tu sais, parce que tu as vu la cérémonie d'ouverture, que leurs parents sont là. Donc, ce sont des proches et pas la famille. Alors, tu dois choisir ce que tu vas dire. Là, tu viens de tomber de 47 à 27 parce que tu as 20 secondes de topo. Et dans ton 27, il ne faut pas que tu fasses 29 parce que tu vas arriver puis le bob va être parti puis ça a l'air fou. Il ne faut pas non plus que tu fasses 20 parce que tu vas arriver puis l'image va être sur le bob suisse qui vient de finir et dont on ne parlera pas parce qu'on n'aura pas le temps. Alors, ça, c'est un exemple qui se produit à 8h06 le mardi matin. À 8h11, il y a un autre défi du genre, puis à 8h13 et un autre plus tard. Cette préparation-là, le travail d'équipe,
vraiment, il y a une espèce de symbiose qui s'installe à l'intérieur de l'équipe. C'est pas évident parce que quand les jeux commencent, c'est comme une immense pièce de théâtre qu'on n'a pas eu l'occasion de répéter. On connaît les rôles titres, mais il n'y a pas de scénario décrit. Alors, la première journée, c'est plus accrochant. Mais plus les jeux avancent, évidemment, plus on travaille ensemble et mieux on le fait pour que ça passe de façon naturelle. Il ne faut pas que les gens qui nous regardent à la maison aient l'impression toujours qu'on est en train de trébucher sur un fil. En effet. Et en terminant, en fait, vous l'avez mentionné, vous avez travaillé en fait dans la région donc de Vaudreuil-Soulanges pendant 8 ans. Vous avez été dans les journaux écrits. Ouais. Quel conseil vous donneriez à un journaliste, par exemple, qui nous regarde, qui aimerait peut-être être le prochain Guy Daou ou qui a le même rêve que vous? Sois toi-même d'abord et sois pas Guy Daou. Mais au-delà de ça, pour progresser, il y a souvent des jeunes, et je les rencontre dans des conférences que je donne où ils viennent me rencontrer, qui sont trop centrés sur un objectif précis. Ils veulent être le descripteur du hockey ou ils veulent être l'analyste politique délégué à l'Assemblée nationale. Quand on est jeune, et être jeune dans le métier qu'on pratique, c'est à 30 ans, on l'est encore. Pour conclure, là, garder ses horizons ouverts, ne pas négliger d'outils. Il n'y a pas de micro qui soit mauvais, puis il n'y a pas de plume non plus qui soit mauvaise. Les fautes d'orthographe, on va les transposer un moment donné au micro en faisant de mauvais accords. Ça se corrige, mais il faut y travailler. Alors, c'est le conseil que je donnerais à ceux qui s'intéressent aux communications, même dans les sports. Ce n'est pas une collection de statistiques, là. On a beau tout savoir sur des joueurs du Canadien. Tout ça, c'est dans un ordinateur et consultable en 30 secondes. Ce qu'on doit faire, c'est être un bon communicateur. Alors, regardez autour de vous à l'école, vous êtes jeune, celui que quand il raconte une histoire, on écoute. Celui-là, c'est un bon communicateur. C'est lui qu'il faut prendre en exemple. Guy Daou, merci beaucoup de votre passage. On vous suit. Ça me fait plaisir. Vous êtes en vacances, mais dès votre retour, on vous suit avec plaisir. Merci encore.